Donc on repart donc autour de l'Europe. Donc visite du nouveau chancelier allemand, c'était vendredi. Il y a une rencontre, je crois que c'est aujourd'hui, entre Bruno Le Maire et son... Christian Lindner, son équivalent ministre des Finances allemand. Sur le pacte de stabilité, je ne sais pas si on peut en dire un mot, mais en fait, Bruno Le Maire a parlé ce week-end. Et je suis très surpris parce que, en gros, il voudrait juste bouger les 60% de dette sur PIB. Donc, dans le pacte de stabilité, il y a deux éléments. Il y a 3% de déficit et 60% de dette sur PIB. Et Bruno Le Maire a réaffirmé son attachement aux 3% de déficit public. Bon, voilà, parce que je ne le savais pas. Et donc, les 60% de dette sur PIB, oui, ça, de toute façon, de facto, quand on va être à 114, je crois, hein, ouais. C'est ce qui est prévu, 113. De facto, c'est fait. Et donc, on va rentrer dans une séquence de présidence française de l'Union européenne. Et donc, il y a ce discours-là de Europe puissance. Isabelle, qu'est-ce que tu mets derrière ça, derrière ce sujet d'Europe puissance, qui a l'air d'être un peu un totem, tu vois, autour duquel on tourne, j'ai l'impression, sans jamais vraiment réussir à l'incarner. Oui, je pense que c'est effectivement une difficulté des Allemands, mais aussi de Macron aujourd'hui, c'est-à-dire de réexpliquer que l'Europe est absolument indispensable pour le développement économique, les valeurs, etc., des différents pays. Tu as fait une campagne européenne, toi, en plus. Hein. Absolument. Ouais. Alors même qu'aujourd'hui, et on le voit bien dans les sondages, de plus en plus se lève contre une Europe qui prendrait trop de place. Donc il y a cette espèce d'ambivalence. Où on veut un marché et une économie qui se développe. Oui, c'est ça. On veut une puissance. Pour ce faire, 60 millions de personnes n'est absolument pas suffisant. Et de l'autre côté, on veut avoir des frontières qui ne soient pas forcément celles de l'Europe. Et donc, c'est très compliqué politiquement. Et je trouve qu'effectivement, Macron et le nouveau chancelier allemand ont eu ce discours assez bien aligné en disant qu'il faut une souveraineté européenne. Qui est, je pense, indispensable face à la Chine et aux États-Unis. Mais en fait, ce que tu dis, c'est qu'on veut une Europe puissante, et dès qu'elle l'est, on dit « Ah mon Dieu, ça empiète sur la souveraineté nationale ». Il n'y a pas quelque chose comme ça aussi ? En fait, c'est totalement schizophrène dans cette histoire. Tout le débat, c'est cette notion d'Europe fédérale, pas d'Europe fédérale, l'Europe des nations, c'est-à-dire qui prend le pouvoir. Est-ce que c'est le même jeu qu'il y a dans les entreprises entre l'international et le local, si je fais un schéma un peu rapide, c'est-à-dire qui prend les décisions finales ? Est-ce que c'est le Parlement français ou est-ce que c'est le Parlement européen qui donne la vision ? Mais aujourd'hui, sur les enjeux de transition écologique qui touchent l'Allemagne, parce que l'Allemagne n'a pas réussi à se décarboner, les enjeux de transition, de réinvestissement industriel qui touchent la France, on ne peut pas le faire seul. On est obligé de le faire ensemble. Et donc, l'Europe est, à mon avis, indispensable. Comment est-ce que tu regardes ça ? Le terme Europe puissance, en plus, c'est marrant. C'était 2 fois que la France a été à l'initiative de ce terme-là. De Gaulle. C'est vrai, c'est à nous, ça ? Ah, c'est à nous. Ouais. C'est De Gaulle qui avait sorti la première fois l'idée d'Europe puissance, avec l'idée qu'en fait, l'Europe est très puissante. C'est le fameux levier d'Archimède. L'Europe est très puissante à l'extérieur et la France est très puissante en Europe. Pour avoir, en fait, quelque part, un canal, un véhicule qui puisse permettre à la France de pouvoir rayonner au niveau international. Et la deuxième fois où ça a été recité, c'est Mitterrand en 83, qui, en fait, à mesure que pour en faire justement recréer l'envie d'Europe et repréparer les échéances qui venaient juste après. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ça arrive dans un moment où il y a quand même une europhobie, un europessimisme qui monte de plus en plus. L'idée, effectivement, de réaffirmer, sans passer sur les États-Unis, mais de repasser, non pas sur du fédéralisme, mais sur l'idée vraiment, voilà, de souveraineté, comme le disait. Non, alors c'est pas que de souveraineté, c'est l'idée de puissance. Et c'est là où, justement, on va pas rentrer là-dedans, mais il y a eu énormément de choses quand De Gaulle l'a théorisé, c'était de dire la puissance est avant tout imaginaire avant d'être effective. Et effectivement, quand on a l'impression d'avoir une Europe qui ne s'occupe pas de légiférer sur la taille des carottes, de ce qui rentre ou pas, mais d'avoir vraiment être un bloc puissant entre le bloc asiatique et américain, là, il y a quelque chose qui passe. Et je pense que, pour moi, le bilan du président Macron sur le quinquennat, sur le volet européen, est quand même, on peut dire, moi je pense que c'est peut-être le plus européen qu'on ait pu avoir des présidents et voir des présidents en Europe. Il bouge vraiment là-dessus. Et je pense que il peut profiter de la nouvelle mandature, la législature allemande, pour essayer justement de corriger un petit peu ce qui ne va pas et puis
d'aller justement vers ce... Donc c'est pour ça que les choix de l'imaginaire, en s'inscrivant à la fois dans le même temps donc De Gaulle et Mitterrand, pour contrer à chaque fois les périodes europhobes, mais pour aussi permettre à la France de... Je trouve ça intéressant. Et ça peut, la contradiction, c'est-à-dire que tu regardes les projets qui sont assez clairs alors de la coalition allemande, c'est l'immense mérite de cette coalition, c'est qu'elle écrit noir sur blanc, c'est ce qu'elle a envie de faire. Tout ce qui est renforcement des pouvoirs du Parlement, tout ce qui est l'idée par exemple que le président ou la présidente de la Commission européenne soit en fait celui qui dirige le parti qui est arrivé en tête aux élections européennes, toutes ces choses-là en fait, on a le sentiment que tout notre bloc, nous nationalistes, qui aujourd'hui quand même représente quoi 35, à peu près 35% des voix. L'extrême gauche est sur la même ligne. Et l'extrême gauche est sur la même ligne, tu as raison. Rejette en fait l'ensemble. Non mais après, ça sera une négociation au niveau européen. C'est pas parce que les Allemands l'ont mis dans leur accord de gouvernement que ça va s'appliquer au 27. Bien sûr, mais là où ça va être très intéressant, c'est pour ça. Mais tu vois pas comment tu développes une réelle puissance sans en passer par là. Déjà il va y avoir une négociation, à savoir de quel côté est-ce qu'on va basculer. Est-ce que du coup c'est la France qui va pouvoir imposer ces négociations et du coup sa vision un petit peu. On est sur une vision un peu plus fédéraliste avec un exécutif beaucoup plus fort que ce que pourraient proposer les Allemands, au moins d'un point de vue européen. Et donc dans ce cas-là, est-ce qu'on l'impose? Et si jamais on l'impose, est-ce que du coup on est capable de lâcher du lest? Lâcher du lest, on sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire retourner à 2% de déficit et faire la réforme des retraites. Ou est-ce que du coup on dit gardez-nous notre modèle social et notre modèle budgétaire, et d'un autre côté j'accepte ça. Et c'est pour ça que la campagne présidentielle et la présence de Macron, de la France, de l'Union européenne qui s'ouvre, vont être primordiaux, parce que c'est là où va se décider, on va savoir qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher aux Allemands pour qu'ils puissent justement nous suivre sur ces côtés-là. Jean-Charles, j'ai vu passer un paquet de présidences de pays où on se disait que ça allait être des choses absolument extraordinaires. Les présidences de l'Union européenne, mais aussi parce que c'est comment dire, les prérogatives attribuées à ça qui en fait sont extrêmement limitées. Le président la présidence de l'Union européenne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait vous êtes simplement le secrétaire d'assemblée dans une assemblée générale. Non, parce que tu as le droit d'initiative. C'est vous qui déroulez l'ordre du jour. Oui, mais c'est toi, tu peux prendre dans l'ordre du jour. Oui, mais ça ne change rien aux hostilités existantes. Non. Et le problème, c'est que, on est aujourd'hui dans une phase où, post-Brexit, quand même, il faut quand même voir le tableau en prenant un peu de recul. On est quand même dans une phase de recul, pour moi. Dans une phase de recul, effectivement, Macron lui-même est très pro-européen. Merkel l'était de manière modérée, je trouve. Enfin, en termes comme tout, elle était tout modéré. Tout modéré. Et peut-être que Scholz le sera. Enfin, sur le papier, a priori, il est davantage. Ils le sont bien davantage. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs prêt à des compromis, y compris sur des choses symboliques pour la France, puisque, de mon point de vue, en fait, dans l'histoire de la construction, le principal obstacle à plus de fédéralisme, c'est la France. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est elle qui en parle tout le temps. Et ses finances publiques. Et c'est elle qui, et pas seulement, aussi, militaire et même globalement, en fait, la France, elle est dans une contradiction permanente parce qu'elle veut l'Europe, mais l'Europe a sa main. Exactement. Et c'est exactement ce que rappelait Erwan, c'est la façon dont elle le théorise, c'est en fait avoir un instrument plus grand pour être plus fort. Mais dès qu'on lui parle, par exemple, de son siège aux Nations Unies, oh là là, mais attendez, c'est le pauvre Roland Lescure qui a fait cette proposition dans un bouquin personnel en disant, moi je trouve qu'on pourrait avoir notre siège partagé, maintenant d'ailleurs que le Royaume-Uni n'est plus là, le siège partagé au Conseil de sécurité. Alors vraiment tout le monde lui est tombé dessus et le gouvernement a dû dire, oh non mais attendez, ça n'engage personne de chez En Marche, c'était justement M. Lescure. Donc en fait la France, elle est complètement... Président de la Commission des affaires économiques. Hein, voilà. Elle est complètement schizo dans le fonctionnement européen, parce que fondamentalement, ce qu'elle voudrait, c'est l'empire napoléonien. c'est ça la façon dont elle voit l'Europe. Et donc là, ça lui plairait bien, parce qu'elle dirige et elle est face à la Chine et aux États-Unis. Ouais. Mais c'est pas comme ça, évidemment, que ça peut marcher, c'est absolument impensable. Donc ça veut dire qu'il faudrait accepter que des décisions, notamment, se prennent à la majorité qualifiée sur des sujets majeurs. C'est là tout l'enjeu. Mais ça... Évidemment qu'en France, ça passe pas. Ça passera pas du tout. Et dans beaucoup d'autres pays, donc on tourne en rond avec à l'Est, ça passera pas non plus. Et donc pour moi, l'Europe, c'est vraiment comme on dit en physique, vous savez, on distingue en fonction de l'énergie potentielle les équilibres stables et instables. Non, je ne sais pas, non. J'aime bien le gars qui te dit, vous savez bien. L'Europe, c'est vraiment l'équilibre instable. C'est-à-dire que c'est une construction qui menace en permanence de retomber en arrière parce que elle n'est pas justement suffisamment avec une volonté derrière de pousser plus loin ces mises en commun de souveraineté.
Et je crois que malheureusement, je le regrette parce que moi je suis plutôt assez fédéraliste. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'avenir avec justement un bon niveau de délégation, de décentralisation. Les Français ils sont pas habitués, donc ils comprennent pas bien ce système-là. Ils sont tellement jacobins dans leur esprit qu'ils comprennent pas bien l'idée qu'on peut être dans un ensemble où il y a des délégations de souveraineté. Et puis bon, on va plus être nécessairement avec une vision comme ça de domination, mais où en revanche on y gagne collectivement parce que justement, on crée le vrai marché européen. Pour moi, l'échec économique de l'Europe, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de marché européen dans aucun vrai domaine. On est sur des marchés qui restent segmentés, par exemple. Et le progrès, c'est aussi très dur à dire, mais le progrès, c'est le progrès vers une langue commune de fonctionnement. Ah oui, c'est comme ça. Il faut des abandons aussi importants que ça. Sur la langue, c'était très intéressant. C'était Warren Buffett qui avait dit ça un jour où il était venu à Bruxelles. Il avait vu toutes les cabines de traduction. Il avait dit, déjà, je peux dire que votre truc, ça marche pas. Isabelle, si vous voulez ajouter un truc. Oui, je pense que c'est pour ça que c'est tellement compliqué en France que c'est la personnalité des uns et des autres, c'est-à-dire que c'est le politique qui, en donnant une vision, peut effectivement faire passer des messages. Parce que quand vous rentrez dans les explications de comment fonctionne la Commission, est-ce que vous acceptez de perdre tel ou tel pouvoir, etc., les Français immédiatement se rétractent. Mais qu'est-ce que tu... Et donc, il faut donner une vision, il faut rassurer pour que les choses avancent. Qu'est-ce que tu vends, toi, quand tu as fait la campagne européenne, en quelle année En 2000... je ne sais plus, c'était pas 2004. Bref. Qu'est-ce que tu vends 2004. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu arrives devant les gens, tu leur vends quoi? La solution à leurs problèmes? Qu'est-ce que tu vends dans ces cas-là? En fait, à l'époque, j'expliquais que l'Europe avait été mal défendue et qu'il fallait réexpliquer l'importance de l'Europe et la vision de l'Europe. Et que les parlementaires qui représentaient notamment les Français au niveau européen étaient des parfaits inconnus, qu'on ne savait pas ce qu'ils faisaient. Et qu'il fallait donc réexpliquer en quoi l'Europe était importante, arrêter de parler de la taille de la carotte et du chou-fleur, etc., et de reprendre du recul et de regarder la vision. Et c'est ça qu'on a essayé de faire passer. Ouais. Et à l'époque, Le Pen, et c'est la première fois qu'elle avait fait un si bon score, donc c'était en 2014, ouais. Et on sentait les politiques traditionnelles, donc là je prends ma casquette société civile en politique, dans l'incapacité d'expliquer réellement l'importance des enjeux. Et c'est pour ça que je me suis engagée. En même temps, ils sont... Enfin, Mais il faudrait que la France fasse un aggiornamento majeur. Quand je vois notre rapport, par exemple, à notre territoire d'outre-mer et notre vision de France puissance, quasi encore décalquée sur l'époque coloniale, c'est-à-dire je mets des petites punaises partout où je suis, c'est très très compliqué de passer dans l'idée de... non, en fait, je n'ai pas nécessairement d'autorité sur un certain nombre de sujets. J'accepte que des gens soient plus autonomes et des fonctionnements différenciés par rapport à moi, mon fonctionnement central. Et j'accepte que des règles ne soient pas nécessairement celles dans lesquelles je suis majoritaire. Aujourd'hui, il y aurait un débat en Europe sur la transition écologique à la majorité qualifiée, probablement que le modèle français ne serait pas majoritaire. Et donc on se retrouverait avec un choix très très complexe d'accepter ou de faire exploser l'Union européenne sur des décisions comme ça. La difficulté de l'Europe, c'est la différence des cultures. Oui. Aux États-Unis, tout le monde est issu, alors les cultures... Mais pourtant, il n'y a pas, il n'y a pas plus de différence entre... les latinos du fin fond de l'Arizona et les WASP du Maine qu'entre nous et des Hongrois. Ils ont rejoint au départ une même vision. Oui, oui. Ils ont rejoint au départ une même vision. Et une vision qui est en plus, par essence fédéraliste et très décentralisée. C'est-à-dire avec un État fédéral quand même qui est beaucoup moins fort. Ça, et là, effectivement, on a des décisions qui sont très fortes localement. Quand on voit sur la question migratoire, justement, ce qu'a fait Angela Merkel en 2015, on peut être pour, pas pour, mais de fait, c'est pas partagé. C'est quelque chose qui a été vécu extrêmement violemment à l'est de l'Europe et au Royaume-Uni. Enfin, c'est une des causes du Brexit et du raidissement de régimes de leaders politiques d'Europe de l'Est qui étaient déjà pas très europhiles et qui le sont devenus encore moins. Tiens, puisqu'on en parle, donc elle avance un projet de règlement pour les travailleurs des plateformes, qui est un des sujets, alors Jean-Charles, que tu connais à la perfection. Donc 5 critères à l'aune desquels les indépendants pourraient devoir être requalifiés en salariés.
Montant de la rémunération, degré de surveillance électronique, règles spécifiques type uniforme à porter, contraintes horaires et enfin liberté ou non d'aller travailler pour d'autres plateformes. Bruxelles estime que sur les 28 millions de travailleurs indépendants aujourd'hui en Europe, au moins 4 millions devraient être requalifiés. En regardant ça, en fait, je me suis dit, moi, alors on peut trouver que c'est des atteintes à la liberté de gens qui ont envie de travailler librement, et en même temps, je trouve que ce débat doit être politique et récupéré par le politique. Pour le coup, la Commission est dans son rôle, totalement dans son rôle. Erwan, je vois que tu es d'accord avec moi. Non, j'opine du chef. Non, je suis d'accord. On parlait juste avant des GAFA, mais justement de se dire, il y a la concurrence, on n'a pas su réglementer au bout d'un moment, etc. Les plateformes, je pense qu'elles ont fait un bien fou à l'économie française. Rappelez-vous, c'était Emmanuel Macron à Mediapart qui disait, moi je préfère un mec qui aille faire justement livreur Deliveroo ou chauffeur Uber que tenir un mur dans une banlieue. Je pense qu'en fait, ça a fait beaucoup de bien pour justement remettre le pied à l'étrier. Le problème, c'est que des fois, là, on est sur une population, un peu comme avec les GAFA, on est sur une population captive. C'est-à-dire que des fois, quand vous êtes rentré dans ce système-là, vous avez beaucoup de témoignages dessus, vous avez en fait peu de possibilités de pouvoir en sortir. Et surtout, on n'est plus du coup, parce que la population est captive, elle est soumise en fait tout simplement à des règles qui leur échappent. C'est documenté, il y a certaines plateformes qui clairement utilisent le côté auto-entrepreneurial pour échapper au salariat. Mais bien sûr, c'est du salariat pur et dire ce qu'ils font. Donc, que l'Europe se dise, je touche pas au système. Voilà. Je laisse le côté travailleur des plateformes. Par contre, je mets certaines règles pour éviter justement, non pas le winner takes all, mais pour éviter le winner rules all, d'avoir justement quelqu'un qui... Donc, je remets de la concurrence. Pour moi, c'est extrêmement sain parce qu'on favorise justement un secteur qui, à mon avis, est en plein essor et on laisse aux gens la possibilité de travailler. Pour moi, c'est une protection en faveur du salarié et pas une épine dans le pied des producteurs. Je trouve ça intéressant. Moi, j'ai été frappée par le nombre de gens, en fait. 28 millions ? C'est quasiment 7% de la population européenne. C'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors ça prend tous les indépendants, c'est pas seulement les livreurs des plateformes. Oui, mais c'est énorme. Voilà. Ça veut dire que c'est effectivement... non, je veux dire, dans le secteur de la pub, par exemple, il y a énormément en fait, d'indépendants qui font du salariat déguisé, dont on parle beaucoup moins. Voilà, exactement. Mais ce qui montre bien qu'aujourd'hui, c'est un vrai mode de vie. Ouais. Et c'est un vrai mode de vie, ça répond à un besoin des employés, une flexibilité. Mais justement, le fait que là, on dise, tiens, l'Europe, ça va être ça, et on va définir un champ de protection minimale, voilà, on va dire ça comme ça pour ces gens-là. Mais c'est très bien. Je trouve ça pas mal, Jean-Charles. Maître étalon du libéralisme. Non, mais je dois dire... Pour être tout à fait transparent, et pour être tout à fait transparent, donc j'ai travaillé pour G7 sur plusieurs rapports, donc je le dis pour que les choses soient très très claires et que chacun puisse voir si j'ai un conflit d'intérêt. Ce chiffre, un jour, je n'y crois toujours pas qu'à un moment, une voiture sur 4 à Paris, c'était ça, était un VTC. Absolument, et 1 sur 3 dans le centre de Londres, enfin VTC et taxi, non, c'était VTC et taxi. Et 1 sur 3 dans le centre de Londres. Bon, refermons la parenthèse. Je referme la parenthèse, mais je le dis juste pour qu'évidemment on voit l'éventuel conflit d'intérêt que je peux avoir. Moi je trouve que c'est pas mal comme système, et finalement l'Europe là-dessus, elle n'est pas très différente de ce qui se passe dans la jurisprudence américaine et d'autres pays qui sont beaucoup plus durs encore avec des plateformes, c'est-à-dire qu'ils leur imposent, il y a pas mal de pays qui imposent des interdictions et des pays qui imposent des contraintes plus dures que ce que fait l'Europe. Donc l'Europe, elle est relativement... En Californie, ils ont essayé de faire un référendum, il a été rejeté. Il y a une tentative, on va dire, européenne de réfléchir au sujet qui me semble assez équilibrée. C'est ça que je vais dire. C'est-à-dire qu'on dit, en fait, effectivement, bien sûr, c'est formidable de pouvoir être indépendant et travailler comme ça. En même temps, n'exagérez pas. Et quand vraiment vous êtes dans le pur contournement du droit du travail et du droit à la protection sociale, ce qui est objectivement une base un peu du modèle de départ et de l'idée de départ d'un certain nombre de plateformes, dans ce cas-là, réfléchissez à votre modèle et changez un peu. Et en fait, Uber l'a déjà fait en bonne partie, par exemple. Si je prends ce cas-là, Uber a compris que, par exemple, dire aux gens, vous n'avez pas le droit de refuser des courses quand vous êtes connecté chez moi, et donc, grosso modo, vous n'avez pas le droit de travailler pour d'autres plateformes, donc vous êtes 100% dépendant, là, vous êtes tout à fait indépendant. Et donc, il faut être raisonnable, et il faut que, dans votre modèle, vous acceptiez, vous aussi, les contraintes du fait que quelqu'un soit un indépendant. C'est-à-dire que vous acceptiez aussi, un indépendant, c'est pas comme un salarié, c'est quelqu'un qui peut vous dire non, je suis désolé, je suis pas disponible pour vous. Non, je ne travaille pas comme ça parce que moi je travaille à telle heure, tel créneau, donc je me connecte. Donc j'accepte aussi les inconvénients du statut de la personne qui, elle, a cette liberté.
n'ait un certain profit, parce que justement, moi, je n'ai pas les contraintes de quelqu'un que je salarie, à qui je fixe un certain nombre de garanties et de droits, mais du coup, j'accepte aussi cet équilibre. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve que la voie vers laquelle on est en train d'aller me semble assez raisonnable. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas du tout entendre parler de troisième statut ou de choses. Enfin, ça, tous les gens qui ont voulu aller dans ces réflexions, qui était d'ailleurs une première tentation des plateformes, c'est de faire grosso modo payer leur protection sociale. C'est le choix qui est fait en Grande-Bretagne. Ouais, faire payer la protection sociale des indépendants par la collectivité, en fait. C'est-à-dire que vous avez un régime dans lequel la plateforme, il faut qu'elle accepte aussi qu'un peu dans son modèle économique et dans sa marge, potentiellement, elle a des revendications en face des gens qui se connectent et avec lesquels elle doit faire. L'autre mérite, c'est que ça va permettre justement, parce que ce chiffre de 28 millions qui te surprend, ça va permettre de mettre la lumière aussi sur l'ensemble des secteurs qui, pour l'instant, sont complètement à l'abri, ne sont pas des plateformes de livraison. Des métiers plutôt qualifiés. Oui, absolument. Mais simplement... les gens sont totalement dépendants, en fait. Totalement dépendants du fait de la masse de tâches qu'on te confie. Et donc, tu ne peux pas, en fait, légitimement aller travailler pour quelqu'un d'autre, même si tu n'as aucune clause d'exclusivité dans ton contrat. On connaît même des tas de situations où les gens, on leur a dit, écoutez, tu ne peux pas rester salarié, je suis désolé, je dois me séparer de toi. En revanche, mets-toi au compte et donc c'est tout ça qui... mon indépendant de référence et je te donnerai le marché. Il nous reste quelques minutes. Je voulais ton avis, Isabelle, quand même, parce que tu fais partie de cette French Tech, là. Et donc, j'ai pas noté le chiffre, je crois qu'on a dépassé les 10 milliards de fonds levés, je crois que c'est ça. À fin novembre, on était au-dessus de 10 milliards. On change de dimension. Ou c'est simplement, inflation des actifs, il y a de l'argent partout, donc il y a de l'argent qui retombe aussi sur la French Tech, voilà. Mais c'est rien de plus qu'un effet collatéral, j'ai presque envie de dire, de la politique monétaire, un de plus. Comment est-ce que tu vois le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sorties. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a beaucoup d'argent investi, dans une grande partie... du fait de la BPI ou parce que la BPI est dans l'écosystème, donc très bien, puisqu'il faut effectivement investir dans le numérique, et formidable. Le problème, c'est la sortie. Et donc, on est à de telles valorisations ? Aujourd'hui, par exemple, des sociétés comme Content Square partent aux États-Unis. Et la sortie, ça sera peut-être la cotation aux États-Unis. Ouais. Donc la difficulté, mais c'est l'Europe en général, et particulièrement de la France, c'est une capacité à faire grandir suffisamment loin. Alors c'est peut-être, ça rejoint Warren Buffett et le marché européen qu'évoquait Jean-Charles tout à l'heure. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans cette situation où on investit, on a d'excellents ingénieurs, on a des sociétés, il y en a encore une toute petite là dans le Bluetooth qui vient de se faire acheter par Google, quelques dizaines de millions d'euros. Donc, mais on n'arrive pas à faire grandir. Et on n'arrive pas à passer... malgré des levées de fonds à plusieurs centaines de millions. De la licorne à la multinationale. Ouais. Qui soit totalement installée. Alors, est-ce que c'est un problème de marché ? Est-ce que c'est un problème de financement ? Je pense que c'est un peu les deux. Mais c'est là-dessus. Là, je commence à lire des investisseurs qui s'inquiètent un peu quand même de la valorisation, notamment des fintech, où on arrive à de tels niveaux que les gars qui sont rentrés se demandent comment ils vont sortir parce que... Ça, après, c'est le jeu du marché. Ouais. Alors après, les investisseurs, je trouve, les fonds d'investissement, et notamment français, travaillent beaucoup par effet de mode. Donc vous avez tout d'un coup la tech, ensuite les fintech, ensuite les privacy tech. Et c'est assez dommage. Ça. C'est assez dommage. Parce privacy tech, je n'avais pas encore entendu ça. Des investissements sont faits un peu parce que c'est le MeToo de ce qui se passe aux États-Unis sans forcément, je ne vais pas dire plus de réflexion, mais plus de vision marché global. C'est toi la privacy tech ? Latency est une privacy tech ? On en fait partie. Toute petite pierre. Erwan, comment tu regardes ça ? On a 22 licornes, ça va être ouais, mais c'est preuve. C'est plus le benchmark c'est plus intéressant. C'est-à-dire qu'on commence à compter nos licornes quand, en fait, en Amérique, on a arrêté de les compter depuis 4 ou 5 ans. On est en train de s'intéresser à la question de la R&D là, chez Sapiens, notamment à l'aune justement de la French Tech, pour un rapport qui sortira au mois de janvier-février. En fait, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que, premièrement, il y a énormément, effectivement, on profite de l'effet. C'est quoi le sujet ? Est-ce qu'elles sont vraiment innovantes ? C'est ça ton sujet ? C'est le principe, essayer de voir un petit peu pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à sortir un vaccin en mois de mars. Et en fait, on tire... Donc ça,
ça, c'est la porte d'entrée et on déroule le fil juste derrière. Le gros problème, en fait, si vous voulez, c'est qu'on a d'une part un manque de culture du risque total. Ça explique peut-être pas les sorties, mais le fait qu'on a aujourd'hui ça explique peut-être le mimétisme. On a aujourd'hui des investisseurs qui ne mettent pas l'argent là où il faut parce qu'en fait, il y a des leviers qui ne se mettent pas, qui sont pas forcément intéressants. Exemple très concret, au mois de mars 2020, 20 entreprises et laboratoires privés et publics avaient une version bêta d'un vaccin ARN contre le Covid. Donc, en lien avec l'INSERM, avec Pasteur, etc. Ils n'ont pas pu monter à l'échelle. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas pu trouver les sous. Parce qu'on leur a dit qu'il y a 90% de chances que ça échoue. Les mêmes, donc on était premier niveau mondial en termes de recherche. Macron, on avait parlé avec beaucoup de franchise de ça, et notamment ce qui est arrivé à Valneva. Moyennant quoi, à l'arrivée, le vaccin de Valneva, il rencontre des difficultés. Oui, mais quand vous avez, Stéphane, quand vous avez 20 candidats, quand vous avez 20 candidats sur la table, surtout qu'en plus la plupart derrière sont partis aux États-Unis et on connaît après, ils ont dit quoi ? Il y a 10% de réussite. Nous, on voit 90% d'échecs. Eux, ils ont dit il y a 10% de réussite. On y va. Deuxième gros problème, donc manque de culture et risque, manque de financement parce que l'argent ne va pas au moment où on veut. Et surtout, troisièmement, on a une organisation en France administrative entre le fameux gap appliqué fondamental qui en fait est complètement cassé parce qu'on a des organismes qui sont extrêmement corporatistes. Discuter avec des gens de l'INSERM et de Pasteur, les gens se détestent à un point qu'ils sont prêts à bloquer des projets engageants pour le pays. Non mais c'est documenté, ils sont prêts justement. Donc comment est-ce que vous pouvez dans un environnement, dans un écosystème où on a les meilleurs chercheurs du monde, là encore c'est documenté, on a peut-être un environnement capitalistique qui pourrait être très intéressant, donc quand on voit le montant d'épargne qui est non utilisé aujourd'hui, mais on n'arrive pas à le faire. Donc c'est très bien ce que fait sur la French Tech, c'est très bien qu'il y ait quelques petites boîtes tech qui s'en sortent. Par contre, effectivement, je pense que la valeur d'un pays ne va pas justement avec seulement 10 milliards sur la tech. On a aussi besoin d'investir dans d'autres projets. Et ça, on n'arrivera pas parce qu'on n'a pas l'environnement psychologique et financier pour le faire. Jean-Charles, il nous reste 3 minutes. Je sais que pour toi, c'est court, 3 minutes. Non, j'ai essayé de faire vite. Je vais être très humble. Ça fait des années que je me plante parce que je dis depuis des années que je trouve qu'il y a une bulle sur la tech, qu'il n'y a pas assez de sélection et des valorisations qui sont pas raisonnables. Je trouve que certains exemples me donnent raison. J'en prends juste un, par exemple, c'est Litchi. Litchi, c'était une boîte qui était typiquement une boîte de la fintech, vue super bien, ok. Une sortie, Arkea rachète Litchi. Arkea a racheté tellement de boîtes de la tech que je ne sais pas si regardez tout très bien. Ouais, il rachète Litchi et Mangopé. Et Litchi et Mangopé, aujourd'hui, c'est capitaux propres négatifs et ils s'en sortent. Ils essaient de sortir le truc d'Arkea, de vendre ça. Et en fait, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Alors après... Oui, mais c'est ce que disait Erwan, ça, il faut l'accepter. C'est le jeu. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, comme il y a trop d'argent globalement, il y a trop de liquidités dans le monde, il n'y a pas assez de sélectivité, et il y a surtout la tentation naturelle de faire des paris. Moi, c'est une situation que j'ai vue chez des fonds de private equity. C'est je fais des paris en n'étant pas très regardant parce qu'en fait, je manque de cibles. Mon problème, c'est pas que je manque de fonds. J'ai trop de fonds et je manque de cibles. Donc, je suis pas super regardant et j'y vais. Et donc, les levées, effectivement, il y en a plein et c'est pas nécessairement le signe le plus déterminant de la qualité de ce qui est en train de... Non, mais c'était ça, en fait, ma question. Voilà, oui, donc, on n'est pas sur un changement de paradigme. J'ai un autre qui, exemple tout à coup, dans la fintech, Fidor, qui était chez BPCE, 240 millions, sorti... mais moi, j'y croyais à fond à Fidor. C'était des Allemands, Fidor. Oui, absolument. C'était un réseau social sur le pognon. Et bon... Voilà. Et c'était très intéressant parce que ça donnait à la banque. Mais non, mais c'est tout ce que François Perrol avait annoncé ça que pour BPCE. C'était tournant, c'était tout ce dont a besoin la banque. Et on ferme 400 agences. Parce que les deux annonces en même temps. Oui, mais tu comprenais bien le truc. Ouais. La banque, tout à coup, rentrait dans la conversation. Réseau social sur le pognon, c'était très intéressant. Bon, le problème, ça a été un massacre. Le problème, c'est que tout ça, ils ont payé c'est beaucoup de paris pour des choses qui sont souvent... Ça a coûté son poste à Perrol, d'ailleurs, en partie, non ? Je pense pas. Oui, enfin bon, d'autres histoires. Mais chez BPCE, c'est un autre sujet. Allez, 30 secondes. Mais en tout cas, voilà, je trouve que... Et à la limite, c'est pas très grave, parce que finalement, tout ça, ça fait des transferts de richesse en faveur des équipes qui sont des entrepreneurs. Voilà, qui sont lancés là-dedans et qui referont autre chose après. Et finalement, que l'actionnaire d'un grand groupe perde un peu de sous et que ça soit transféré là-dedans, c'est pas si grave. Non, ce qui est important, c'est la R&D. C'est la recherche et développement. Oui. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, si ça permet effectivement de booster la recherche et développement, c'est formidable. On va attendre le rapport d'Erwan. C'est passé devant la Belgique en termes d'efforts en R&D il y a quelques années de ça. On va attendre le rapport d'Erwan. Et on se revoit avant cela. Les amis, à demain sur Bismart.